Ce matin, en Conseil des ministres, le gouvernement a examiné la situation sociale du pays marquée ces dernières semaines par des grognes liées à l'augmentation du prix de l'électricité et le renouvellement du prix du permis de conduire. Des mesures sont envisagées. On fait le point en début de journal. La première session ordinaire de l'année du Parlement ivoirien s'est ouverte ce mercredi, session qui sera consacrée à l'examen de plusieurs projets de loi qui devraient concourir à l'amélioration des conditions de vie des populations, une orientation au cœur du discours du président de l'Assemblée nationale. La 21e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du Centre a ouvert ses travaux ce mercredi à Abidjan. Le numérique occupe une place de choix dans les réformes proposées, ainsi que les questions sécuritaires qui sont déterminantes dans l'augmentation des recettes douanières. Et puis, à l'étranger, le suspect clé des attentats de Paris a été mis en examen ce mercredi, notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs. Salah Abdeslam a été transféré en France. Il sera entendu par le juge d'instruction le 20 mai prochain. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, le palais présidentiel qui a accueilli ce matin un conseil des ministres. Conseil au cours duquel le gouvernement a examiné la situation sociale du pays, marquée ces dernières semaines par des grognes en raison de l'augmentation du prix de l'électricité et le renouvellement du permis de conduire. Le chef de l'État prévoit donc de prendre des mesures pour soulager les populations. Il s'adressera à ses concitoyens dimanche prochain, 1er mai, à la faveur de la fête du travail. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Le gouvernement au travail et il entend continuer à travailler davantage. Le faisant, il compte faire face efficacement aux préoccupations des populations, par exemple sur la question de l'électricité et du permis de conduire évoquée ce mercredi en Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que l'État ne veut pas y être indifférent. C'est le gouvernement qui est à la disposition de la population et le gouvernement, évidemment, se préoccupe autant que la population, au moins, du bien-être de cette population-là. Le gouvernement met tout en œuvre pour que, évidemment, les choses se passent de la meilleure façon. Fait tout pour apporter à la population le maximum de facilité, le maximum d'opportunités pour s'épanouir. Aussi, pour des mesures idoines à prendre face à cette situation sociale, le Conseil a-t-il indiqué le rendez-vous pris par le président de la République, Alassane Ouattara, avec ses concitoyens à l'occasion de la fête du 1er mai cette année, selon Bruno Nabagné-Koné. Des instructions ont été données aux ministres concernés. Ils devront dans les prochains jours remettre des propositions au chef de l'État et au gouvernement. Et à partir de ces propositions, le président de la République a décidé cette année de s'adresser lui-même à la population et aux travailleurs le 1er mai. Il est prévu donc qu'à cette occasion, il apporte une réponse précise à toutes les préoccupations que nos concitoyens peuvent avoir. S'agissant des conflits intercommunautaires, le Conseil a rappelé la visite prochaine du président de la République, Alassane Ouattara à Bouna, où la situation a été gravissime. Comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement à travers cette visite, il sera question d'apporter durablement des solutions aux problèmes de cette nature et créer des conditions d'une meilleure cohésion et cohabitation entre toutes les communautés sur le sol ivoirien. Améliorer les conditions de vie des populations, c'est aussi l'idée qui a prévalu ce mercredi à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016 du Parlement ivoirien. Session au cours de laquelle des projets de loi seront examinés par les députés, évidemment, des projets de loi qui devraient contribuer au bien-être dans le pays. Le sujet était au cœur du discours du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, les temps forts avec Michel Digré. Fini les vacances parlementaires, les députés sont de retour à l'hémicycle pour la première session ordinaire de l'année 2016. Une reprise qui coïncide avec quelques tensions sur le front social. La situation ne laisse pas la représentation nationale indifférente. Notre qualité d'élu du peuple et notre loyauté sans faille envers le chef de l'État et les institutions républicaines nous obligent à un devoir de vérité dans la sincérité et la déférence. C'est pourquoi nous ne pouvons feindre d'ignorer ces voix qui de plus en plus se font entendre et nous interpellent
sur le coût de la vie et sur l'opportunité de certaines mesures que nos braves populations ne comprennent toujours pas. Si pour le président du Parlement, Guillaume Soro, les complaintes des populations sont légitimes, elles ne doivent pas occulter tous les efforts consentis par le gouvernement depuis 2011 pour remettre le pays sur les rails du développement. Il félicite par ailleurs les récentes mesures prises par le chef de l'État pour répondre à certaines préoccupations. D'ores et déjà, la représentation nationale voudrait dire ses admirations à Monsieur le Président de la République pour les mesures d'apaisement qu'il a prises. Il s'agit notamment de la suspension de la mesure relative au dédouanement des effets personnels à l'aéroport, de la mise en liberté de tous les étudiants sans exception. Mieux, il a affecté une enveloppe budgétaire de 1,7 milliard pour le règlement d'un certain nombre de problèmes académiques soulevés par les étudiants. Guillaume Soro l'a promis, l'Assemblée nationale jouera sa partition pour faire baisser les tensions sociales à travers le vote des lois allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette reprise sera intense et riche en activités. Je souhaite donc à tous de bons et fructueux travaux pour le bonheur certain de nos populations. Je vous remercie. Fini donc le repos et les vacances pour les députés ivoiriens. Pour la plupart, l'enthousiasme de la reprise est entremêlé d'une volonté d'être utile au service du peuple. Quelques réactions au micro de Michel Digré. Notre institution a déjà planté le décor et il va falloir encourager les uns et les autres à la solidarité. Vous savez, nous sommes à la croisée des chemins en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le parcours que le gouvernement a fait est déjà appréciable, mais les attentes sont encore nombreuses. Donc le président de l'Assemblée nationale nous appelle à la solidarité. C'est le partage juste de ce dont notre pays regorge comme richesse. C'est tout ce qu'il demande. Et il nous encourage à nous engager dans cette voie-là. Le président nous a adressé des instructions fermes pour que nous soyons en phase avec nos mandants afin que nous puissions leur apporter bien sûr cette solidarité qui caractérise bien sûr les fonctions parlementaires. Nous avons effectivement 14 projets de loi qui sont sur nos tables et pour lesquels nous allons légiférer. Déjà, il faut noter qu'il y a la loi sur la consommation, qui est une loi importante, vu aujourd'hui tout ce qui se dit, par exemple, sur le prix de l'électricité qui a été levé, sur le coût de la vie qui est cher. Effectivement, une loi sur la consommation devrait pouvoir permettre, n'est-ce pas, au pouvoir d'organiser les choses et de permettre aux citoyens, aux Ivoiriens, de voir leurs conditions de vie s'améliorer. L'actualité ce mercredi, c'est aussi cette rencontre entre le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, et une délégation importante du mouvement des entreprises de France, MEDEF. Les hommes d'affaires français ont été incités à investir davantage en Côte d'Ivoire. Le point d'Alexis Ouedraogo. Daniel Kablan-Duncan a reçu à son auditorium de la primature le MEDEF, le patronat français. Au cours d'échanges bien animés sur les potentialités qu'offre aujourd'hui la Côte d'Ivoire, il a réussi à titiller l'intérêt des opérateurs économiques. Il y a un formidable dynamisme dans ce qu'il nous a dit. Et puis en tant que responsable d'un gros organisme de formation, cet appel à la formation de dire qu'il croit à l'importance de former les Ivoiriens en début, en formation initiale, mais aussi tout au long de la vie, c'est un formidable message. Donc on est très heureux d'être là, très heureux de faire des très beaux projets et on croit beaucoup dans ce qui est impulsé au point de vue politique ici. La France a actuellement 10% de part de marché en Côte d'Ivoire, contre 20 à 25% il y a 20 années en arrière, mais entend bien remonter la pente. Je voulais vous dire à nos amis français, vous avez la chance extraordinaire de connaître ce pays. En matière de stock, vous êtes premiers. En matière d'évolution, de flux, vous n'êtes que quatrième. Donc c'est pourquoi je suis heureux donc de cette arrivée formidable. Et j'espère qu'effectivement, dans un an, suite au passage donc, du président Gattaz, nous allons voir, souvent ce qui arrive, une montée très forte des investissements français ici, à la fois au niveau des grands groupes, qui sont toujours là, mais aussi des PME qui vont pouvoir investir davantage. La rencontre aura été l'occasion de B2B.
Le Premier ministre, qui s'est voulu pragmatique, a encouragé des connexions entre projets et entreprises intéressées. Il est très pragmatique, donc en effet, chaque fois qu'il y a un problème, il nous a dit rencontrez telle personne, tel ministre ou moi-même, je pourrais vous aider à régler ces problèmes. Et je crois que c'est très encourageant pour les 150 chefs d'entreprise qui étaient dans cette délégation. Ce sont des discours tout à fait positifs, encourageants. Et j'espère qu'en effet, c'est la première visite d'une première étape d'une grande histoire entre nos deux pays. Au titre des accords, un protocole d'accord a été signé entre le français Sodetram et l'ivoirien Batipos TPCI en vue d'une coopération technique et commerciale dans le secteur des travaux maritimes. Un autre contrat de partenariat signé entre le français Unagora et l'ivoirien NCA Technologies en vue de nouer un partenariat privilégié dans les domaines de l'open source pour le transfert de technologies et de connaissances. Les affaires marchent également entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. 13 nouveaux accords viennent d'être conclus entre les deux pays qui entendent imprimer une nouvelle dynamique à leurs relations d'amitié et de coopération. Ces accords portant notamment sur l'économie, le social, la santé, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et l'agriculture ont été conclus au terme de la 8e session de la Grande Commission mixte ivoiro-tunisienne, ouverte en début de semaine. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Ces accords viennent concrétiser l'engagement des deux pays à entrer dans une nouvelle phase de leur coopération. Une coopération beaucoup plus axée sur le service aux populations. Et pour être pragmatique, la Tunisie a décidé de l'octroi de 100 bourses d'études à des jeunes Ivoiriens dès la rentrée académique 2016-2017. Mieux, au niveau de l'enseignement professionnel, 50 bourses supplémentaires sont désormais à la disposition des étudiants. Je crois qu'à travers nos discussions et échanges durant ces 2 jours, nous avons posé de nouveaux jalons dans le sens de la redynamisation des relations bilatérales dans tous les domaines. Une dynamique que salue le Premier ministre ivoirien à la faveur de la clôture de la Grande Commission mixte ivoiro-tunisienne. La Côte d'Ivoire, qui ambitionne de devenir un pays émergent à l'horizon 2020, doit, à l'instar de la Tunisie, qui s'inscrit dans cette trajectoire, accélérer le développement des infrastructures et des équipements nécessaires pour éduquer, soigner et loger décemment ces populations. La 8e session de la dite commission a par ailleurs formulé plusieurs recommandations, dont le renforcement de la collaboration entre les instruments de lutte contre la cybercriminalité des deux pays. La Côte d'Ivoire et la Tunisie ont également marqué leur volonté de coopérer davantage en matière de lutte contre le terrorisme, notamment au niveau de la formation des forces de sécurité et l'échange d'informations. Autre événement important qui s'est ouvert ce matin dans la capitale économique ivoirienne, la 21e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Si le numérique occupe une place de choix dans les réformes proposées, les questions sécuritaires n'en sont pas moins déterminantes tant elles interviennent sur l'augmentation des recettes douanières. Dans un cadre bilatéral, la Côte d'Ivoire et ses voisins de l'Interland envisagent même de signer des accords d'échange. Lanciné Bakayoko, Adama Kone. Cette 21e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du Centre se tient dans un contexte marqué par la libéralisation et l'augmentation du volume des échanges internationaux. Les débats visent surtout à dégager des stratégies régionales pour faire face à des questions telles que la gestion coordonnée des frontières, le terrorisme et bien sûr la douane numérique. L'exercice auquel s'invitent les administrations douanières de la région AOC à travers le thème de l'année « Douane numérique pour un engagement progressif » s'inscrit dans la vision des États africains et dans celle de l'OMD de faire en sorte que l'outil informatique devienne le noyau des activités de recouvrement des recettes et de facilitation des échanges internationaux. Il s'agit d'envisager les voies et moyens afin de parvenir notamment à la dématérialisation, la facilitation et la célérité des procédures par l'usage des technologies de l'information. Ce qu'il faut faire, c'est de développer de nouveau cette connectivité avec d'autres agences que je voulais bien regarder, je voulais bien observer, et ce qui facilite la gestion coordonnée des frontières. Parce qu'aux frontières, ce n'est pas seulement des douanes, mais aussi avec d'autres agences, d'autres autorités. Donc, cette coordination est
est primordial pour faciliter et aussi sécuriser la chaîne logistique. Dans le cadre des relations bilatérales, la Côte d'Ivoire signera des accords de gestion des frontières avec le Mali et le Burkina Faso, deux pays dont les marchandises passent par les ports ivoiriens. Intéressons-nous maintenant au lancement du projet Promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public. Sa réalisation va durer 3 ans et coûte plus de 2 milliards de francs CFA. Son utilité consiste à éliminer les obstacles à l'utilisation généralisée des technologies d'éclairage économe en Côte d'Ivoire. Le lancement a eu lieu hier au plateau, comme nous le montre, Koné Parga Soro. Au cœur de ce projet, la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l'amélioration de la qualité de l'éclairage public et la réduction de la consommation de l'énergie dans les ménages. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie entend jouer sa partition. Il a initié un projet national intitulé « Promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public » avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial. L'éclairage est un des secteurs où le potentiel d'économie d'énergie est le plus élevé. Donc dans le cadre de ce projet, nous allons vulgariser l'utilisation des lampes basse consommation, ainsi contribuer à baisser les consommations d'énergie et en cela même aussi baisser l'émission de gaz à effet de serre. Et ça va aussi contribuer à réduire les factures des populations. L'objectif, c'est d'éliminer progressivement sur le marché les lampes à incandescence et d'autres types de lampes qui sont inefficaces et de promouvoir en fait l'arrivée sur le marché des lampes plus efficaces. Ce projet va durer 3 ans. Il vise à protéger l'environnement et va permettre à la Côte d'Ivoire de respecter les engagements pris à la COP21 en France, à savoir réduire à environ 28% les émissions de gaz à effet de serre. Il va coûter plus de 2 milliards de francs CFA et sera financé par l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds pour l'environnement mondial. Dans les marchés, les grandes surfaces ou encore les stations-service, il faut des instruments de mesure corrects et conformes à la réglementation en fonction de l'activité menée. Cet appel a été lancé aux commerçants un mois durant, du 22 mars au 22 avril dernier. Message porté par une mission de surveillance répressive des instruments de mesure du ministère du Commerce. 5 jours après la fin de l'opération, le ministère vient de lancer une campagne périodique de vérification. Le compte-rendu de Francis Boiffaut. Une étiquette verte non falsifiable collée sur une pompe à essence après vérification de la quantité et du prix du carburant servi. L'instrument de mesure du ministère du Commerce indique que la pompe est en bon état. Si cette pompe ne respectait pas les normes, ce serait plutôt une étiquette rouge qui serait collée invitant l'opérateur à se conformer aux normes. Par cette action, le ministre du Commerce, Jean-Louis Villon, lance l'opération de vérification périodique des instruments de mesure en service. La campagne court du 25 avril au 25 juillet prochain avec un objectif de 120 000 instruments de mesure à contrôler. Donc c'est très important parce que un consommateur qui achète un produit doit s'assurer que la quantité qu'il achète est réelle et que le prix rapporté à la quantité est également ce pourquoi il fait cette transaction. Ça contribue à lutter contre la cherté de la vie. Cherté de la vie. Le sujet préoccupe le gouvernement. Il entend associer pleinement les commerçants à cette campagne. C'est une campagne qui ne vaut pas de sanctions, mais qui permet de s'assurer que l'instrument que l'on possède est bien aux normes. C'est la période de vérification qui ne vaut pas de sanctions. Une fois cette période terminée, on rentre dans la période normale et là, les contrôles aléatoires peuvent vous amener à une sanction si votre instrument n'est pas conforme. La réglementation des instruments de mesure vise à garantir la loyauté, la fiabilité et la transparence dans les transactions commerciales. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut reformer et revaloriser le brevet de technicien supérieur BTS. Une rencontre de présentation et d'échange sur les nouvelles procédures d'organisation de l'examen vient de se tenir. Elle a réuni les acteurs et partenaires du système à l'amphithéâtre A de l'université de Cocody. Témoin, Koné Parga Soro. Inscription en ligne, enrôlement et contrôle biométrique désormais couplés. Retrait des convocations en ligne avec l'accord des établissements. Anonymat électronique.
entre autres réformes entreprises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Objectif, assurer une meilleure organisation des examens de brevet des techniciens supérieurs BTS, mais aussi revaloriser et rendre plus crédible le diplôme BTS. Il s'agit de redonner confiance aux parents d'étudiants, de redonner confiance aux étudiants, mais de redonner confiance aussi à la communauté internationale et permettre à nos BTS d'être sur le marché du travail compétitif, d'avoir des diplômes crédibles. Ces réformes et nouvelles procédures d'organisation du BTS ont été présentées aux acteurs et partenaires du système de l'enseignement supérieur. On ne doit pas être statique, on doit être dans la dynamique, faire des réformes pour que la formation s'améliore en Côte d'Ivoire ne peut être que salutaire. Quand les entreprises nous appellent pour dire que écoutez, vous formez des enfants qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous leur donnez comme formation, nous, ce n'est pas crédible à notre niveau. C'est important de faire cette réforme. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette année, les inscriptions en ligne auront lieu du 26 avril au 26 mai. Les épreuves orales du 22 au 27 août. Les épreuves écrites du 29 août au 5 septembre. Et les épreuves pratiques du 12 au 17 septembre. Plus de 400 ressortissants ivoiriens vivant au Gabon reviennent au pays dès ce soir. Il s'agit d'une opération retour volontaire enclenchée par le gouvernement. Pour ceux vivant au Gabon, certains en situation de précarité, le ministère de l'intégration africaine organise en ce moment des vols. Sur ces images, vous pouvez voir le débriefing des Ivoiriens au sein de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Gabon à Libreville. Le premier vol est prévu pour 21 h ce soir. Le reportage complet dans nos prochaines éditions. En politique, une délégation du Rassemblement des Républicains conduite par son secrétaire général par intérim est allée à la rencontre du vice-président et le vice-ministre du département international de la conférence consultative politique de la Chine. Les échanges ont porté sur l'intensification des relations entre le RDR et le Parti communiste chinois. Gabriel Zani. Les rencontres entre le Rassemblement des Républicains et le Parti communiste chinois s'intensifient. Amadou Soumaoro, à la tête d'une délégation du RDR, a été reçu récemment à Pékin en Chine par de hauts responsables du Parti communiste chinois. Il s'agit de Guo Yezhou et de Yang Wawiri, tous deux respectivement vice-ministres du département international et vice-président de la conférence consultative politique de la Chine. Ce que j'ai retenu, c'est cette volonté des responsables du Parti communiste chinois à renforcer les relations politiques et à faire en sorte que ces relations politiques débouchent sur la promotion de nos cadres, sur la promotion des hommes et des femmes de nos deux partis. Le but de cette visite, s'inspirer du combat du Parti communiste chinois, des réformes économiques qui ont transformé la Chine en puissance économique du XXIe siècle. Mais la paix est un élément essentiel dans le développement d'un pays, reconnaît le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains. Lorsqu'on a des partis au pouvoir, nous avons la responsabilité de l'avenir de nos peuples, de l'avenir de nos populations. Et ce peuple et ces populations ne peuvent connaître la promotion humaine que dans un environnement de paix, que dans un environnement de sécurité. Et sur ce plan, je dirais que le Parti communiste chinois a réussi. En 2015, de hauts responsables du Parti communiste chinois ont visité la Côte d'Ivoire et ont pu échanger avec le secrétaire général par intérim du RDR. Cette invitation de la direction du RDR en Chine est un gage de confiance, un rapprochement né de la volonté des deux partis politiques. La visite a permis de mieux faire connaître le RDR aux responsables politiques du Parti communiste chinois qui revendiquent plus de 80 millions de militants. En politique également, ce soir, ces réflexions du FPI autour de la réforme constitutionnelle et la réconciliation nationale. Au cours d'un séminaire de 48 heures, les participants ont fait des recommandations sur la nouvelle constitution telle que souhaitée par le gouvernement. Le point de Grace Kando. Comme prévu par le gouvernement ivoirien, la modification de la constitution se fera dans les prochains mois. Une constitution consensuelle, selon le Front populaire ivoirien FPI, est à même de garantir la réconciliation nationale et la stabilité de l'État. Au terme des 2 jours de réflexion, les participants ont fait des recommandations à la direction du FPI. Les participants au séminaire de réflexion sur la réforme constitutionnelle recommandent à la direction du parti
de réclamer dès à présent et de mobiliser le parti pour l'obtenir, le projet de modification constitutionnelle du gouvernement pour permettre au parti de prendre position à temps sur les modifications envisagées par le pouvoir, de mobiliser l'opinion nationale et internationale autour des propositions du parti dans le processus de réforme constitutionnelle. Des recommandations que le président du parti doit transmettre au gouvernement. Selon Afin Guessan, la modification de la Constitution s'impose. Notre Constitution doit évoluer. Cela fait 16 ans qu'elle est en application, mais aussi cela fait 16 ans qu'elle est au centre de polémiques. Nous sommes tous unanimes pour dire qu'il faut la revisiter, qu'il faut la réexaminer pour qu'elle soit un instrument de la réconciliation nationale, de la stabilité politique et de l'unité de la nation. Gestion du pouvoir judiciaire, collectivité territoriale, liberté des droits et devoirs des citoyens sont entre autres sujets abordés par le FPI dans le cadre de cette nouvelle constitution. Samedi prochain prendront fin les festivités du 70e anniversaire du PDCI RDA. L'apothéose sera un gala auquel participera le Gotha du parti et de la classe politique ivoirienne. Un avant-goût de la célébration a été donné lors d'une conférence ce matin à la maison du parti en présence de Christelle Menant. De belles surprises, c'est la promesse du commissariat général en charge de l'organisation du gala du 70e anniversaire du PDCI RDA. 850 personnalités et non des moindres sont attendues à ce gala, annoncé comme le clou des festivités, lancé depuis le 9 avril. Et pour égayer ce beau monde, ce samedi 30 avril au Palais des Congrès de l'Hôtel-Ivoire, Patience Dabani, Frédéric Ewimewe, pour ne citer que cela. Nous pouvons ainsi promettre, sans risque de nous tromper, que cette organisation qui nous a été confiée vous réserve de belles surprises durant cet événement si cher à notre parti et qui restera à jamais dans notre mémoire collective en redonnant le goût du militantisme au sein de notre parti si expérimenté dans la formation des hommes et des élites de demain. Près d'un mois de festivités qui ont convié les femmes, les jeunes, bref, chacune des couches sociales du pays. Ces moments de célébration qui se poursuivent dans les régions de notre pays nous édifient sur la vitalité du parti. Nous vivons une union politique. Depuis une décennie avec les partis oufouettistes, tous sont invités pour célébrer avec nous cette union des cœurs, des fils et des filles d'un idéal commun, en renforçant nos liens fraternels et amicaux. Ce même 30 avril, une soirée est prévue dès 17h à la maison du parti à Cocody pour ceux qui n'auront pas accès au gala. Mais avant, vendredi 29 avril, se tiendra la journée de tous les élus du parti. D'autres images, cette fois de la levée de corps de l'artiste Papa Wemba, décédé samedi. Levée tenue ce soir même dès 18h. La cérémonie a eu lieu en présence de sa famille qui était accompagnée d'une forte délégation venue du Congo-Kinshasa et plusieurs hautes personnalités du pays, dont le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, le parrain du FEMUA9, le président Henri Konan Bédié, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que de nombreux artistes, connaissants et fans du roi de la rumba. En lieu et place des larmes, Papa Wemba a eu droit également à des ovations nourries dans la salle funèbre. Après la levée de corps, il est prévu un hommage à l'artiste au Palais de la Culture ce soir même. Et demain, la dépouille sera rapatriée dans son pays natal, au Congo. Avant cette levée de corps, l'épouse de Papa Wemba a reçu ce matin la visite du ministre des Affaires étrangères, Albert Maverick-Touakeus. La visite qui s'est faite en compagnie de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire visait à remonter le moral de l'épouse de l'artiste et des autres membres de la famille Wemba à Abidjan en ce moment. Une occasion pour l'épouse de Papa Wemba de témoigner l'attachement de son défunt époux à la Côte d'Ivoire avant de dire merci au gouvernement et aux mélomanes pour leur mobilisation et leur soutien. On termine à l'étranger avec le suspect clé des attentats de Paris qui a été mis en examen ce mercredi, notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs.
C'est escorté par une unité d'élite de la gendarmerie française et par voie aérienne que le terroriste a été transféré ce mercredi depuis la Belgique vers la France. Salah Abdeslam fait figure de suspect clé dans le cadre des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Mis en examen, Salah Abdeslam est poursuivi pour meurtre terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Il a été placé en détention provisoire dans la plus grande prison d'Europe. Selon des sources sûres, il sera ensuite entendu par le juge d'instruction le 20 mai prochain. Franck Berton, son avocat, un Français, a précisé que son client manifeste déjà une volonté de s'expliquer à la fois sur son parcours de radicalisation et sur les faits. Âgé de 26 ans et de nationalité française, ce terroriste est le seul protagoniste direct des tueries du 13 novembre à Paris à avoir été arrêté vivant. Désormais considéré comme le cerveau des attentats de Paris, Salah Abdeslam est de ce fait lié aux 3 hommes qui se sont fait exploser en kamikaze à Paris, faisant 130 morts et des centaines de blessés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ongora. Moi je vous dis à très vite.